constat a été fait que tous ces amendements-là ont été rejetés d'un revers de main. Et comme il a expliqué, simplement parce qu'ils avaient été présentés par l'opposition. Donc, au-delà de la qualité du travail qui a été fait, au-delà de la qualité des contributions qui devaient nous permettre d'avoir un code de l'environnement qui réponde aux standards internationaux, nous avons constaté que nous avions finalement un code au rabais. Mais puisque les voies de droit ne sont pas encore fermées, nous avions choisi effectivement de saisir le Conseil constitutionnel par la voie d'un recours. Et le processus il a été le suivant. À la date donc du 7 juin, la majorité donc a voté pour l'adoption de la loi portant code de l'environnement. À cette date-là, à partir de cette date-là, il nous restait juste 6 jours pour déposer un recours. Donc nous avons été chez le secrétaire général de l'Assemblée nationale pour lui demander la production de la loi qui avait été votée. Et comme réponse, il nous a dit que cette loi n'étant pas encore promulguée, elle ne pouvait être mise à notre disposition. Mais ceci, nous l'avons fait constater par un huissier. Et c'est avec l'exploit d'huissier donc que nous avons déposé ce recours-ci. Et dans le recours que nous avons déposé, 6 points ont été abordés. D'abord, donc, le premier élément fondant le recours, c'est le fait que le refus de produire la version définitive de la loi votée en plénière. Et cela, donc, c'est une jurisprudence qui existe déjà, parce que, pour rappel, cela a déjà été constaté par des recours qui avaient été déposés par les députés Abiboulaye Dieye et autres, parce que, en son temps, il n'a pas été possible d'avoir la loi qui a été votée en plénière. Donc la loi soumise en commission, la loi présentée avec les rapports de la commission ont été déposés au niveau de la Cour pour attester du vote qui a été fait. Le deuxième élément, c'est que dans la votation, aujourd'hui, le décompte, parce qu'ils disent, a été adopté à la majorité. Mais il n'y a pas, les secrétaires élus n'ont pas fait le décomptage des voix qui ont été pour, qui ont été contre ou qui se sont abstenus. Alors que l'article 78 alinéa 1 et 3 du règlement intérieur précise que les votes se font article par article et également ils se font suivant les amendements qui répondent à ces articles-là. Et l'article 18 alinéa 4 du règlement intérieur dit toujours que les secrétaires élus constatent les votes, ils doivent effectuer le décompte et inscrire dans le PV les résultats des votes. Aujourd'hui, dans les résultats des votes, personne ne peut dire combien de députés ont voté pour, combien de députés ont voté contre. Il a été simplement dit adopté à la majorité ou rejeté, etc., etc. Donc, le défaut de décompte a été également un argument qui a été brandi pour dire que l'adoption de cette loi était une adoption irrégulière. Il y a, comme il l'a dit tout à l'heure, la non prise en compte de l'amendement proposé par la députée, notre collègue Sornaba. Nous le savons tous que l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée nationale, mais également le pouvoir d'amendement appartient au président de la République, au Premier ministre et aux députés. Et l'article 79 du règlement intérieur prévoit que les contre-projets amendements sont déposés par écrit. Et il n'est dit nulle part dans la Constitution ou dans le règlement intérieur que l'exposé des motifs ne pouvait pas faire l'objet d'amendements. Et il vient d'expliquer que c'est de notoriété que l'exposé des motifs soit compris juste sur 2 pages. Nous avons donc ici, dans le projet qui nous a été déposé, un exposé des motifs qui est compris sur plus de 3 pages. Et à titre de comparaison, dans l'adoption du projet de loi sur les laboratoires d'essai, un ministre a proposé un amendement sur les exposés des motifs et celui-ci a été accepté. Donc, vous voyez la comparaison. Là-bas, on permet au pouvoir, parce qu'il a l'initiative, parce qu'il a la majorité, d'avoir des initiatives, et donc de proposer un amendement sur l'exposé des motifs, et on le refuse à Yewwi, on le refuse à l'opposition, parce que c'est présenté par un député de l'opposition. Et donc, l'amendement présenté par notre consoeur, la députée Sornaba, a été rejeté.
illégitimement. Donc nous avons considéré que la loi portant code de l'environnement devait être déclarée non conforme à la Constitution car elle a été adoptée en méconnaissance des règles sur les règles constitutionnelles, mais aussi en violation des règles de recevabilité des amendements parce qu'on a refusé d'accepter les amendements d'autorité par le président de l'Assemblée nationale sur l'exposé des motifs. En quatrième point, il y a eu ce qu'on appelle en fait la violation de l'obligation d'évaluation environnementale des plans et politiques prévue par l'article 25, alinéa 2 de la Constitution. En fait, si on retourne à la lecture des articles 20 et 30 de la loi portant code de l'environnement, il ne mentionne pas expressément les plans dans les documents qui sont soumis à évaluation environnementale ou à évaluation environnementale stratégique. En violation des dispositions de l'article 25.2 de la Constitution qui prévoit que les pouvoirs publics ont l'obligation d'exiger l'évaluation environnementale pour tout plan, projet et programme. Alors cette obligation constitutionnelle, donc, de prendre en compte les plans dans le champ de l'évaluation environnementale, notamment de l'évaluation environnementale stratégique, vaut aussi pour les politiques. Donc, ceci n'a pas été fait. Donc, les constats ont été relevés, les amendements déposés, mais systématiquement rejetés. En cinquième point, il y a donc la violation du principe de l'égalité des peines et des délits et de l'obligation pour les pouvoirs publics de préserver l'environnement. Et donc, le président Aïb a présenté, bien entendu, les amendements présentés à travers l'article 133 et l'article 214. Alors, en synthèse, l'article 133 prévoit dans son dernier alinéa, donc en fait dans son dernier alinéa, que au-delà donc de, comme il a dit tout à l'heure, l'accompagnement qui a été fait sur l'interdiction du torchage au gaz et du brûlage du pétrole, il prévoit que donc des sanctions pénales et administratives pouvaient être prévues, devaient être donc prévues et constatées par décret. Ça pose un problème. Ça pose un problème et ça entre en manifeste contradiction avec les principes qui gouvernent la matière pénale. Parce que vous savez que les décrets sont du domaine réglementaire. Mais vous savez tout aussi bien que la matière pénale est exclusivement du domaine de la loi. Ça, donc, il faut vraiment ne pas savoir ou totalement oublier ce qui a été appris en matière pénale pour proposer à ce qu'un décret fixe des sanctions pénales. Parce qu'on le dit bien, il n'y a pas de crime ni de délit sans loi. On ne dit pas sans décret. Nulle peine, nul délit sans loi. Nullum crimen, nullum poena sine lege. C'est ce qui est dit, non? Et on nous propose ici, dans l'article 133, que des sanctions pénales puissent être prévues par un décret. Mais ça, c'est en totale contradiction avec les règles élémentaires de connaissance du droit pénal. Donc, voilà pourquoi également, il y a ici une répartition de la compétence entre la loi et le pouvoir réglementaire qui n'est pas conforme à la Constitution, notamment en son article 67, qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Et en dernier lieu, il y a la violation de la liberté d'association, comme il l'a dit tout à l'heure, et de l'atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et sur ce point, il faut le rappeler, parce qu'on nous dit ici dans l'article 242 du Code de l'environnement adopté le 7 juin 2023, que les associations de défense de l'environnement, lorsqu'elles sont agréées par l'État dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, peuvent introduire des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit commun. Elles peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits conscients des infractions relevant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour l'objet de défendre. En résumé, ici, on nous dit le ministère de l'Intérieur peut reconnaître une association qui intervient dans le domaine de l'environnement. Donc, en comparaison, on peut reconnaître à une association de défense des droits de l'environnement, on peut lui conférer, de défense des droits de l'enfant, on peut lui conférer, disons, la reconnaissance, le récépissé, on peut le lui donner. Mais pour la défense des droits de l'enfant, on n'a pas besoin d'agrément du ministère pour intenter des actions de protection des enfants ou des droits de l'enfant.
Mais pour cette fois-ci, pour la défense des droits de l'environnement, on dit au-delà de l'existence, de la reconnaissance du récépissé, de l'acceptation du récépissé, il faut un agrément. Et pire encore, on ne précise pas qui délivre d'abord l'agrément, on ne précise pas dans quelles conditions l'agrément est délivré, on ne précise pas aussi quelle autorité le fait. Donc on crée ici un vide pour dire, vous êtes association de protection de l'environnement, vous êtes association, on vous le reconnaît, mais il faut aller chercher quelque part dans le Sénégal une autorité qui va vous délivrer un agrément sans vous dire quelle est l'autorité qui vous le délivre. On ne vous dit pas les conditions dans lesquelles cela vous est délivré. On ne vous dit pas dans les conditions dans lesquelles vous devez produire votre documentation pour bénéficier de cet agrément-là. Donc, on crée une condition superfétatoire pour permettre à une association qui intervient dans le domaine de la protection de l'environnement de pouvoir intenter des actions, donc de ester en justice pour la préservation des droits de l'environnement. Mais cela pose question. Cela pose une équation fondamentale. Et là, on dit donc que le contentieux qui découle de l'application du Code de l'environnement n'est pas un contentieux spécial ou extraordinaire qui doit justifier qu'on vous donne un agrément particulier pour vous dire allez-y le faire. Non, il y a une atteinte aux droits de l'environnement. Vous intervenez en la matière. Donc ici, la constatation de l'intérêt à agir, elle est d'office attribuée. Donc on n'a pas besoin d'un agrément qui est un acte complémentaire, superfétatoire et d'alourdissement de la capacité de pouvoir, disons, agir des associations dans cette matière-là. Voilà pourquoi donc on a dit que cette procédure-là n'est pas un contentieux spécial ou extraordinaire. Il doit obéir aux dispositions du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile, de la loi organique sur la Cour suprême ou des autres textes de procédure contentieuse applicables au Sénégal. Donc cet article 242 viole l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif prévu par l'article 88 de la Constitution. Donc, voilà en substance les raisons fondamentales après le rejet qui ont justifié pour nous qu'on puisse dire on ne laisse pas tomber l'affaire, il nous faut aller au Conseil constitutionnel pour faire le recours. Et nous attendons la réponse de la Cour et nous avons décidé de ne pas laisser l'affaire en instance parce qu'également au-delà du Conseil constitutionnel, nous avons décidé également de saisir les organisations internationales qui interviennent en matière d'environnement et desquelles le Sénégal est membre. Pour dire, voici le code de l'environnement qui a été présenté au Sénégal. Voici les amendements qui ont été présentés par les députés. Voici les rejets, voici le recours qui en a été fait. Pour permettre aussi à ce qu'on apprécie pour savoir si la documentation, si les amendements qui ont été faits, si les requêtes qui ont été posées devaient justifier l'acceptation de ceci pour nous permettre, comme je viens de le dire, d'avoir un code qui réponde aux standards et qui nous permette de préserver de manière durable notre environnement au regard du contexte dans lequel nous nous trouvons, au regard des menaces qui pèsent sur l'environnement, mais également au regard des centres d'intérêt qui sont en train de naître, notamment avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles le travail de qualité qui a été fait, qui a été rejeté pour des raisons strictement politiciennes, mais le recours qui a été fait, les arguments qui ont été développés et les actions que nous envisageons de mettre pour nous permettre de faire constater que nous n'avons pas encore le bon code de l'environnement et qui est possible en fait de toujours être amélioré.